Cette nuit, pas de grève pour la culture européenne, pas de grève pour la caméra de Ken Loach. Bref, la soirée continue. Metropolis et les Dockers de Liverpool. Demain, blanc comme le voile de l'oubli. Blanc comme la pureté et l'innocence. Blanc, le deuxième film de la trilogie de Krzysztof Kieślowski, demain à 20h45. Mercredi. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens. La France doit aider à bâtir l'Europe occidentale en une union. De Gaulle, Adenauer, deux artisans de l'Europe qui bâtirent un pont sur le Rhin. Mercredi à 20h45. De Gaulle, Adenauer. C'est très arté comme sujet. Franco-allemand. Historique, oui. Avec Metropolis, la curiosité est tout sauf un vilain défaut. Démonstration. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur. Métropolis numéro 225, le sommaire, littérature. Dans le cadre des Belles étrangères, deuxième rencontre avec nos voisins de Belgique. Aujourd'hui, Gert van Istendel, Philippe Blasband, Éric de Cuyper. Et puisque le Festival de Cannes vient d'ouvrir ses portes, rencontre avec 5 des cinéastes présents à ce 52e festival. C'est le raz-de-marée habituel. 22 films en compétition, 7 hors compétition. 22 films dans un certain regard, 25 à la quinzaine des réalisateurs, 7 à la semaine de la critique. Des cinéastes déjà célèbres, Nikita Mikhalkov avec son Barbier de Sibérie, et puis Raoul Ruiz et sa pléiade de vedettes au service de Marcel Proust. Alexandre Soukhourov qui met en scène Eva Braun et Hitler. Et des cinéastes encore peu connus comme Yu Ligwai venu de Hong Kong, et les glorieux Almodovar, Yosseliani, Bellocchio, Chahine. Une sélection française avec Léos Carax et Bruno Dumont, le très attendu Takeshi Kitano, Romain Goupy avec À mort la mort, le grand Manuel de Oliveira à 90 ans passés, les frères Dardenne venus de Belgique, Peter Greenaway qui lui arrive d'Angleterre, très peu de femmes en dehors de Dominique Cabrera. Et encore, candidat au palmarès, Atom Egoyan, Jim Jarmusch, David Lynch, Arturo Ripstein et enfin Jacques Maillot, le Benjamin de la sélection française. Nikita Mikhalkov a ouvert mercredi dernier le 52e Festival de Cannes avec Le Barbier de Sibérie, une superproduction internationale au budget colossal où il évoque ses sujets de prédilection, l'éternelle âme slave, la grande Russie d'avant la Révolution. Célébré depuis des années dans les festivals du monde entier, Nikita Mikhalkov, qui s'est donné le rôle du bien-aimé tsar Alexandre III, vise avant tout à réconcilier le peuple russe avec son passé. Il prépare la renaissance de sa patrie. Le Barbier de Sibérie a été présenté en première mondiale le 20 février à Moscou, triomphalement. L'événement est autant politique que cinématographique, même si Mikhalkov s'en défend farouchement, lui qui prétend n'avoir fait ce film que pour son peuple. Ce que vous avez voulu faire, c'est un grand film populaire. Vous ne cherchez pas du tout à séduire les critiques. Знаете, критики столь разнообразны и привередливы, что я не рискну пытаться снимать кино для критиков. У меня не получится. Я думаю, что и довольно громко и самонадеянно говорить, что я снял фильм для народа. Но я снял фильм.
и его смотрят. И люди выходят из кинотеатра, утирают слезы, идут в кассу, не находят билета, на черном рынке покупают втридорога за 3 цены билет и опять идут в кино в тот же день. Я помню день своего вступления. What we need is to get other people's money. Money for my machine. Мне просто всегда привлекала вот эта вот жизнь молодых офицеров, юнкеров с их только что пробивающимися усами, с их молодостью, с их азартом, весельем, с их глупостями, и в то же время с их честью, с их достоинством, с их понятием, что такое дружба, что такое товарищество, что такое любовь, в конце концов. Запой. 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 Драки какие-то. Запой! Заходим! Господа юнкера, минуточку, подожди. Ах, юнкера. Where's the bear? I want to fight! Головой! Time to go home. He's fine. He's Yes, fine. yes, He doesn't yes, mind yes. vodka. Thanks. You don't have to drink that. All right. Time to go home. He's very thirsty. Very thirsty. Cold. Потому что ситуация именно потому и стала трагической, что мы потеряли ту Россию. Потому что мы потеряли Россию, в которой была индивидуальная ответственность, в которой была ответственность за власть, в которой было достоинство, было много плохого, но она жила единой жизнью, а не раздиралась на интересы разных партий. Le lendemain de la première mondiale de son film, Nikita Mikhalkov répondait aux questions des journalistes. Не раздражает ли вас та серьезность, в которой там ищут национальную идею? Это очень веселый, на мой взгляд, картина. Я вам очень благодарен за, прости, Олег, я вам очень благодарен за ваш вопрос, потому что это как раз то, что не то, что раздражает, но я как с изумлением иногда смотрю на это, но все время пытаются в моих поступках, словах искать что-то такое, чего там в помине не было. Русский стандарт – это начало предвыборной кампании. Что-то снялся царем, хочет быть царем. Это такое странное, какое-то такое, знаете, опять такое наше фольклорное мышление. Est-ce que ce film, pour vous, est un film politique? Est-ce que vous vous êtes intéressé par la politique? Это фильм никакого отношения к политике не имеет, раз. Во-вторых, знаете, что в России говорят? Может, это грубовато, но правда. На заборе что написано, а там дрова. Я вообще считаю абсолютно бессмысленным и противозаконным почти за 2 года до выборов нового президента обсуждать, кто им будет. По крайней мере, по нашим законам это просто неконституционно, даже, и уж не говоря о том, что это просто, на мой взгляд, так сказать, неморально. Это абсолютно политические вопросы, и абсолютно политические статьи, и рецензии не на кино, а на политику. Я не знаю, почему они на меня так испугались, я никого не пугал. Я первый раз вижу, чтобы картина о любви вызвала такую бурю в политических кругах. И я думаю, что это значит, она точно попала в цель. Потому что огромное количество людей, и у нас в стране в том числе, хотят видеть Россию униженной, слабой, больной, с растерянным народом, которая, в общем, ни на что не способна.
Mais faire ce film-là aujourd'hui, c'est autant un acte de quelqu'un qui fait de la politique qu'un acte de cinéma. Я бы не путал одного с другим. Я снял то, что я чувствую, и то, за что у меня болит душа. И совершенно естественно, что моя душа болит и о моей стране тоже, а не только о том, сколько зрителей посмотрит мой фильм. В этом случае, наверное, фильм становится политическим. Но я не ставил себе задачу достичь политической цели. Я высказываюсь как художник, живущий в конкретной стране, как русский художник. Мой прадед Суриков писал картины на исторические темы. И это не были политическими акциями, это было художественное произведение. Я в данном случае как бы иду его дорогой. Но сказать честно, мне весело смотреть на то, как они бесятся. Весело. Dans 2 ans, quand cela sera constitutionnel, est-ce que vous chercherez à devenir président de la République? Я помогу любому, всем, чем я могу, и моим влиянием каким-то, и моим авторитетом каким-то, любому, в ком я почувствую настоящую возможность помочь России на месте президента. И я надеюсь, что к этому времени такая персона появится. Autre cinéaste russe en compétition, mais dans une production allemande, Alexandre Sokourov. Moloch raconte un week-end d'Adolf Hitler au printemps 1942 à Berchtesgaden, en charmante compagnie, Eva Braun, qui le surnomme familièrement Adi, et ses intimes, Joseph Goebbels et Martin Bormann. Wissen Sie, Bormann, wie man Krebse gewöhnlich in Bayern fängt? Ja. Nein, mein Führer. Man fängt sie mit toten Omas. Dieses Stückchen ist wie für Sie geschaffen, Patscha. Man nimmt eine verstorbene Oma. Sie muss noch frisch sein. 3 Tage tot, nicht mehr. Die Enkelkinder werfen sie in einen Bach. Schon ausgeweidet natürlich. Und die Krebse kleben dann überall. An ihrem ganzen Körper. Sodass sie wie eine vielarmige heidnische Gottheit aussehen. Diese roten Stummel, diese Schnurrbärte. Nicht schlecht. So ist unsere bayerische Jugend. Être présent à Cannes doit représenter pour Sokourov la réalisation d'un rêve de jeunesse, si l'on en croit ce qu'il déclarait il y a quelque temps. Россия – это, в принципе, пространство для искусства. В принципе, пространство для искусства. Невзирая ни на что. По определению. Вот часто в этом разговоре говорим по определению. По определению здесь возникает и складываются принципиальные почему-то вещи. Не на Каннском и Венецианском фестивалях, на этих уже, в общем, полупорнографических зрелищах. И это позор Франции, по-моему. Это организация этих. Это просто позор. Просто позор. Это стыдно. Это стыдно. Gut. Gut. Und Sie selbst? Was sind Sie? Eine zufällige Frau. Ein Dienstmädchen, das eine falsche Tür aufgemacht hat. En sélection officielle, en compétition, 4 films représentent la France. Le très attendu et déjà controversé Paula X de Léos Carax, Le temps retrouvé de Raoul Ruiz d'après Proust avec une pléiade de vedettes, Nos vies heureuses, le premier film de Jacques Maillot, et L'humanité de Bruno Dumont, dont la vie de Jésus avait été très remarquée ici même, il y a 2 ans. Le cinéma est un autre monde, mais qui nous parle de nous-mêmes tout le temps, ça n'arrête pas, mais il faut qu'on sorte de notre temps peut-être pour ressentir. Je pense qu'il y a une perte de sensation et
Un film, c'est de donner une espèce de coup comme ça pour réveiller, pour ressentir. Donc il faut bousculer, il faut provoquer, il faut pas avoir peur. Il faut déranger. Ah oui. Puis il faut pas avoir peur de la crudité, il faut pas avoir peur des corps, il faut pas avoir peur du langage, il faut pas avoir peur de la vulgarité, il faut pas avoir peur de ça. Je pense que si on sait où on va, on peut tout faire. Je pense qu'on peut tout faire. Mais tout dépend où on va. Et vous savez où vous allez? Non. Mais je sens qu'il y a... Je sais pas, c'est pas... Vous savez, un film, c'est pas quelque chose de rationnel, de mécanique, de parfaitement huilé. Je pense pas que ce soit du domaine de la connaissance. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose des instincts. Moi, je fonctionne plus avec mon ventre. Je pense que le ventre pense pas mal non plus. Je pense qu'il y a quelque chose dans notre nature qui n'est pas de l'ordre de la raison, mais qui est là. Donc, sans que j'en ai une idée parfaitement claire, je puisse... j'ai pas de théorie sur ça, mais je le sens. Il faut être vigilant sur le plateau, mais dès qu'on dit moteur, moi je me demande ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il faut en même temps, tenir parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et en même temps il faut laisser faire parce que c'est de la liberté qui va se passer. Il y a des choses complètement miraculeuses qui se sont passées après moteur. Mais mon travail, c'est de préparer tout ça, c'est de mettre, choisir les lieux, les décors, l'équipe, les gens, etc. Et d'attendre. Enfin, c'est un travail d'attente. Moi, j'attends. Je fais qu'attendre. Enfin, mais je surveille. Je dois surveiller. Donc, ce n'est pas tout à fait le même genre d'exigence que chez Bresson, qui pouvait refaire le même plan 30, 40 ou 50 fois jusqu'à ce qu'il ait exactement ce qu'il recherchait. Vous attendez plutôt que quelque chose se passe. Oui, mais je dis que c'est bien. Donc ça veut dire, si je dis que c'est bien, c'est que ça correspond à l'idée que je m'en fais. Il y a des moments où je dis que ça n'est pas bien. Donc que si ce qui se passe n'est pas conforme à l'idée que je me fais de ce qui doit se passer. Mais je refuse de faire 30 prises pour y arriver, parce que je pense que si c'est pas bien, je coupe. Mais je sens, je vois bien mais si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Soit ce que je demande n'est pas bien compris, soit l'acteur n'est pas à sa place, soit il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais sinon il y a pas à passer 30 prises pour sortir quelque chose. Moi je me refuse totalement à ça. Ce qui est bien, c'est dans la première ou dans la seconde, quoi. C'est pas dans la 15e. J'ai choisi des acteurs, j'ai choisi des décors, j'ai choisi des costumes, j'ai choisi donc... le parti pris, c'est la vie, c'est-à-dire je suis au plus près de la réalité. Sachant que ce que je raconte est irréel. Mais en même temps, ce que je veux, c'est que les apparences soient les réalités. Donc je tourne le plus possible dans des décors naturels. Moi, quand j'emmène mon décorateur, je veux qu'il ne touche à rien. Tu touches à rien. Donc les indications que je donne aux techniciens, c'est d'en faire le moins possible. Vous ne faites rien. Vous surveillez. Bon. Et en même temps, je pense que c'est vouloir l'apparence de la réalité. Et le film, il a une apparence de réalité, c'est-à-dire qu'il y a une rue, il y a des voitures, il y a des gens, une espèce de choses qui apparaissent très réaliste, et en même temps c'est complètement irréel, quoi. Du début à la fin, et beaucoup plus que la vie de Jésus, on est complètement ailleurs. Mais ça ne se voit pas. Donc c'est pas de l'ordre du visible, c'est invisible. Ça se sent, il y a quelque chose de bizarre, mais qui ne se voit pas. Et je crois que cette distance, c'est justement ça. Enfin, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est-à-dire c'est la poésie du cinéma. C'est une espèce de chose curieuse qui est en train de se faire, enfin, qui tourne. Il y a une machine qu'on entend, que le spectateur entend, qui est le projecteur, et puis il se passe quelque chose d'autre. Une caméra n'est pas capable de saisir la réalité, qu'elle soit vidéo, même la télévision. Quand on regarde ça à la télévision, c'est pas la réalité. Vous pouvez aller au Kosovo filmer, enfin tout ce qu'on voit, c'est pas la réalité. C'est des cadres, c'est monté, c'est quelque chose c'est une illusion.
Enfin, moi, je crois ça profondément. Je pense qu'il y a une illusion totale. On est enfermé dans notre tête et c'est fondamentalement une illusion. Donc le cinéma, il essaie de... il invente un monde, et qui est notre monde à nous, le monde de notre... un monde intérieur, enfin je sais pas, quelque chose de complètement clos, mais qui n'est pas la réalité. Enfin moi, faut pas me dire, quand on me dit mais ça n'est pas la réalité, je dis tant mieux, je ne cherche pas je ne cherche pas la réalité, quoi, vraiment. Vous disiez il y a 2 ans, le cinéma est un art mystique. J'ai dit ça, oui. Oui, bon, c'est... Je crois que c'est justement... D'abord, je crois que c'est un art. Bon, ce qu'il faut dire, parce que c'est pas toujours... Enfin, c'est ce que je crois, c'est ce que j'essaie de faire. Et qui touche justement à des choses très enfouies, dont on ne peut pas parler, dont je ne vais pas en parler, qui touche justement à... Parce qu'il est dans le temps, parce qu'il est dans le rythme, je veux dire, qui touche à quelque chose de mystique, de surnaturel, je sais pas, de spirituel. Et ces moyens sont la matière, le visible, le corps, etc. Entre la vie de Jésus et l'humanité, j'ai l'impression qu'il y a un mot que vous ne prononcez pas, c'est le mot âme. Oui, mais c'est un mot que je me garde de prononcer en général. Parce que c'est un mot qui est tellement... qui est un peu trop connoté, donc qui est difficile à employer, mais je préfère parler du vent que parler de l'âme, quoi. Je pense à une espèce de petit souffle comme ça qui... C'est un murmure. Et le héros de l'humanité, c'est quelqu'un qui murmure tout le temps. Il fait une espèce de... Il ronronne comme un chat. Et c'est ça, ce dont vous parlez probablement. Une espèce de murmure. Mais ce qui est toujours maladroit, c'est d'employer ces mots-là, parce que l'âme, machin, vérité, tout ça, c'est pompeux et c'est... je pense que ce sont des choses qui s'entendent simplement à l'oreille, mais qui ne passent pas par les mots. La quinzaine des réalisateurs s'ouvre cette année au cinéma français, avec en ouverture À mort la mort, écrit, dirigé et interprété par Romain Goupy. En mai 68, Romain Goupy était lycéen, il avait 16 ans. Avec sa jeunesse, il était une image, un symbole de la Révolution en marche. Il était sur les barricades. En 1982, il faisait le bilan de son passé de militant avec son premier film Mourir à 30 ans. Dans À mort la mort, Romain Goupy s'aperçoit qu'il retrouve davantage ses amis d'autrefois dans les cimetières qu'aux manifestations et se demande ce qu'il est devenu 30 ans après. Notre rôle nationalement, c'est pas de partir au Vietnam pour aller combattre, mais c'est de faire la révolution en France. Quel âge avez-vous? 16 ans. Vous êtes dans quelle classe? En seconde. Pourquoi fait-on de la politique à 16 ans? On considère qu'il y a certains problèmes pour lesquels on a le droit de s'exprimer, et à partir du moment où on a le droit de s'exprimer sur ces problèmes, on doit pouvoir les défendre. Est-ce que Romain Goupy de 1999 a moins de certitude que le Romain Goupy qui avait 14-15 ans quand il est interviewé par Marguerite Duras?
Il y a plus que moins de certitude, je suis devenu douteur absolu et du plus grand scepticisme. Mais cela dit, ça ne me sert pas d'alibi pour rien faire. Simplement, je n'ai plus ces trucs idéaux, mais idéal de 14, 15 ans, Marguerite Duras ou d'autres discussions que j'ai pu avoir, où j'étais absolument sûr de tout, mais aucun doute sur rien. C'est-à-dire, c'était eux les méchants, et nous qu'incarnions ce qu'il fallait faire. Il suffisait de nous écouter pour que tout change et que tout devienne merveilleux. C'est-à-dire un fonctionnement extrêmement confortable au niveau intellectuel. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Et ça t'exonérait de toute question sur toi-même et ton fonctionnement. D'où la révolte au sein de nos propres couples, de toutes les copines qu'on dit « Ouais, c'est ça, c'est bien beau l'idée de remettre à plus tard la révolution et puis de se comporter comme vous vous comportez, surtout. » Et comment on se comportait ? La bouffe t'arrivait, ça devait être prêt, et ainsi de suite. C'est-à-dire, et les rapports amoureux, si tu avais envie de changer, tu ne prenais pas du tout en cause ou en compte ce que ta compagne te disait. Enfin, on avait un comportement, même dans nos couples, tel que ça entraînait les années 70-71 et une révolte absolue dans ces milieux révolutionnaires ou d'extrême gauche en disant « mais il y en a marre. Au nom d'un avenir meilleur, vous permettez sur le moment les choses les pires, enfin les plus réactionnaires, les plus machistes. » Donc ça, la première remise en cause, ça a été celle-là. Mais vous tous, à l'époque, vous vouliez changer les choses, changer le monde. Faire la révolution, mai 68, changer la vie. Mais si on arrêtait de parler du mythe, si tu considérais que mai 68, c'est la date anniversaire du premier McDonald's à Paris. Oui, mais vous étiez sur les barricades, vous foutiez le feu aux bagnoles, c'était génial. C'était génial, tu parles. Nous, on pensait faire la révolution, genre bolchevique, prise du pouvoir, dictature du prolétariat. Mais les autres mômes dans la rue, ils avaient d'autres buts. C'était pouvoir écouter des concerts de rock, prendre des charters, ne plus subir une seule chaîne de télé aux ordres du pouvoir, ne plus supporter les lycées casernes, la censure. Changer une France attardée, issue du 19e siècle, où l'avortement était un crime et la pilule interdite. Ouais. Et depuis, vous vous êtes tous compromis. Tu voulais quoi? Tu voulais qu'on impose nos idées par le terrorisme? Que Cohn-Bendit déclenche la lutte armée et se suicide en prison? Oui, c'était vrai. Nous étions organisés en commando. Oui, c'était vrai. Nous avions une tactique bien précise. Oui, c'était vrai. On voulait atteindre la mutualité. Oui, c'était vrai. On avait tout organisé pour réussir. C'était l'idée qu'on allait tout bouleverser, c'était prendre exemple sur ce qui s'était passé en 17 en Union soviétique. On était les héritiers des militants bolcheviques et on allait reproduire en France ce qui s'était passé, changer le monde, construire un monde nouveau, changer l'organisation de notre vie et surtout de la vie des autres. Puisque comme dirigeant, c'était plutôt un discours qui allait changer le sens et la nature de la société qui nous entourait. Renverser le système capitaliste et mettre en place un régime socialiste. La dictature du prolétariat. Quand on ne savait rien du film, on se dit, on le voit intervenir dans les journaux, il s'occupe de la Bosnie, il s'occupe du Kosovo, il s'occupe de politique, il s'occupe éventuellement un peu d'une campagne électorale, celle d'un candidat vert, Cohn-Bendit pour dire le nom. On dit, il va faire un film de politique. Il va taper là où on le voit sortir des articles. Mais oui, mais ça serait une conception, même par rapport au cinéma, qui a jamais été la mienne. Alors disons qu'il y a un malentendu depuis Mourir à 30 ans. Je ne suis pas et je ne pense pas que le cinéma engagé au cinéma militant soit intéressant. Je pense que c'est la plus grande nullité qui existe et que si on pense qu'on détient la vérité, qu'il suffirait de bien la montrer en images et qu'on allait convaincre tout le monde du bien fondé de ses idées, eh ben, il n'y aurait qu'à faire un film bien, un film parfait où il y aurait les bonnes idées et puis obliger tout le monde à aller le voir. Comme ça, on les convaincrait. C'est un fonctionnement complètement totalitaire, même de l'idée de ce que représente le cinéma. J'hallucine. Julie a moyenne des mauvaises notes. Alice raquette pour les hamburgers et Oscar Réol occupe ma place dans le lit conjugal. Mais qui va à la chasse perd sa place. Ouais, bah moi, je préfère la chasse à toute place. Mais toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Moi, je veux le beurre, le porte-monnaie, la petite fermière qui tourne la baratte, l'argent pour acheter la fourgonnette frigorifique, le lait,
Le beurre, je veux la petite crémière. Je veux les vaches, les prés, la coopérative laitière. Je veux les usines de crème. Je veux les laboratoires de recherche de lait maternisé, la Suisse et son gruyère, les camemberts de Normandie. Je veux les supermarchés, des participations majoritaires dans les usines de lait UHT, les fabriques belges de chocolat. Je veux le contrôle total du marché des yogourts. Je veux racheter toutes les actions de l'agroalimentaire. Quel est votre secret? Butter, mademoiselle. Je veux la bourse de Paris. Je veux la bourse de Tokyo, le British Museum. Je rachète l'Empire State Building. Je veux lancer une OPA sur Nestlé. Où en est le CAC 40? Où en est le Dow Jones? Je veux mon verre de lait. Je veux mes chaussons. Le maximum de mes films, c'est un point d'interrogation. Les films engagés ou les films militants, c'est les types qui sont payés des fortunes pour faire les spots de publicité. Parce que là, ils ont une conception du monde sur la surconsommation, le gaspillage, l'imbécilité, ou prenant tout le monde pour des cons en essayant de les séduire. Et là, ils vont mettre leur intelligence militante, c'est-à-dire comment on va faire un plan qui va séduire une bagnole qui arrive à toute vitesse dans le brouillard et tout, comment ils vont mettre leur intelligence de réalisateur au service d'un truc complètement pourri qui est pour un truc qu'on va balancer dans 3 mois, 6 mois, ou même la façon dont 30 ans plus tard tu regardes les spots, tu te dis, bah, putain, comme film de propagande et film mensonger, t'as un fou rire. Sauf que moi, les films que je vois maintenant à la télé, je les vois comme ça, comme des films militants ou engagés au service de comment pas vivre ensemble. Mademoiselle, est-ce qu'il vous a déjà sorti que la fidélité c'est un truc judéo-chrétien pour que les mâles soient bien sûrs de leur héritier? Bah oui. Alors vous allez avoir droit au couplet quand on dit je t'aime, c'est qu'on veut que l'autre vous réponde moi aussi. Donc, on aime avant tout qu'il vous aime. Ça revient à dire je m'aime. C'est un délire narcissique. Narcissique, narcissique, narcissique. Je ne pas, il prend lui. C'est un renard, un fennec, une hyène ce mec. En fait, le maître mot de sa théorie fumeuse du poulailler, c'est poule. Poule ou poulette. Et c'est bien pire parce qu'on passe après sa politique, ses réunions, sa femme, ses mômes, ses meetings, ses livres, ses manifs. Et surtout, on passe toujours après la toute dernière nouvelle. Il fait pas l'amour, il se branle. Moi, à cause de lui, j'ai vu que des sous-merdes au ciné. Les bons films, c'était pour une autre. Oui, bah alors c'est moi, là, une autre. Alors c'est vrai, on allait voir des bons films, mais avec moi, il n'y avait jamais un resto parce que monsieur avait toujours rencard avec une telle. Ah ben, je suis là une telle en question et j'ai jamais eu que la possibilité de baiser en 4e vitesse et d'avaler un dîner avant 22h. Cours toujours après sa queue. C'est un maître menteur. Toujours il aime les filles, jamais il aime une fille. Simplement il empile et ainsi jusqu'à 1000. Je ne vais pas faire les films en fonction d'une analyse de marché ou de la demande. Je sais que par rapport aux films de violence ou aux films qui séduisent, aux films pour distraire le monde, de toute façon, celui-là va être un film qui n'est pas en phase avec la société ou avec ce que je peux voir, comment marchent les autres films et tout. Donc je vais faire une offre en disant, bah voilà, le film que moi j'ai envie de faire. Ce qui m'importe énormément, c'est que les gens soient au courant qu'il existe. Donc, à partir du moment où il est en ouverture au Festival de Cannes, qu'est-ce que je peux rêver de mieux? Vous savez qu'il existe, vous avez la possibilité de le voir. Après, bien loin de moi l'idée de vous obliger à aller voir ce film. Il existe, on l'a fait. Je ne vais pas trouver des sous-titres en disant si ça s'est raté, c'est parce que j'avais pas de fric ou je n'ai pas les acteurs que je voulais. Non. Confort absolu au niveau de la réalisation, plaisir absolu avec les comédiennes, et voilà le film que je propose. Mais c'est quoi d'autre un film que ça? Une petite proposition au milieu des autres, et puis... Un des films les plus attendus du festival est assurément L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Takeshi Kitano est un cinéaste dont on parle de plus en plus depuis Violent Cop, Sonatine, Kids Return et surtout Hanabi. Mais au Japon, il est plus connu sous le nom de Beat Takeshi, acteur, photographe, romancier, dessinateur, chanteur et surtout animateur à la radio et à la télévision où il présente ses propres émissions.
Gilles Couder a rencontré Takeshi Kitano, c'est-à-dire Beat Takeshi, à Tokyo. 日本人はね、知らないんですよ、俺映画監督でね、まあまあ知られてるなんてな。でも殿あれですね、もう入ってくるなり外人の方々がですね、ブースの外にねずらりといるんですけれども、これまたテレホンカード売りに来たんだよ。あの人ですか。そういう業者の方まで引き連れて。引き連れてますよね。王様ですね、今もう。バーッと。前回収録した後もね、終わった後ね、なんかイギリスかなんかのドキュメンタリー番組。そうですよね、前回の収録の。お前ら、俺は外国で結構知り渡った映画監督で。いや、びっくりしましたよ。お前ら本当にビートたけしだと思ってんの？外国がたけし来たのったら大変だ、結構いけるんだよ、お前。やっぱり神経が映画ばっかりいかないようにするには違うことをやってるようで、やっぱりこうなんか違う世界ではないけどね、同じ放送なんだけども違うところに顔を出すことによって知識が増えてくることもあるし、それもあるからね、なるだけ動くことにしてる。六本木のホテルもあそこに一回プールで泳いだことあるんですけどね、全員に見られて全部出てきましたね。個人の家の設計をしたことあるんですか？いや、僕はやはり最初にね、仕事頼まれたのは個人の家でしたね。個人で。まあそのちょっと前に犬小屋の設計があったんですけど、建築家にとってはね、大きい小さいって関係ないんですよ。もう犬小屋でもそれはもう非常にもうこれは一つ歴史に残る傑作を作ってやろうと。歴史に残る、黒川さんに歴史に残る犬小屋作られても持ち主たまんないだろ。犬飼っていいんだかどうか本人が住んじゃってる。やっぱり映画と映画って総合的なもんだから映画の中にまああらゆるものが含まれる感じがあって、今のところね。だから音楽のこともあるし、脚本というか小説みたいなこともあるし、写真技術みたいなのもあるし、それからコメディの部分もあるし、あらゆるものが映画に含まれてるから、アンテナ張り巡らしてる感じがあって、テレビをやることでちょっとした演出が映画に持ち込めることもあるしね。で映画の中でちょっとお笑いを必要だとしたらお笑いやってた方が楽だっていうこともあるし、今のところはテレビやってるのは全て映画のためとは言わないけども、お金のためもあんだし、あと事務所の人のためってのもあるし。これ赤くなってるけどいいの大丈夫なの？大丈夫。大丈夫ってなっちゃってるから、これ皮を食べてね。あれ柔らかいだろ。新鮮だけで少し。これが何にも味付けない味。浅草の花だわけやつや。コメディなんていうのは俺は映画監督だってえばっててもそれがお笑いになるからね。なんで映画監督がこんな格好しなきゃいけないんだって言ってもみんな笑うわけで、それは映画やることによっていい効果かな。逆に言えばテレビのお笑いを映画に持っていくこともできるわけだし、だから両方ともいいな、そういう効果だと思う。出して出してよ。出して前だ前。それはデビューがコメディアンっていうか、スタンダップコメディって漫才だから喋る商売なんで、それで自分は売れてしまったんで、映画に出てきて喋るとテレビでの喋ってる雰囲気そのままになってしまう。そうするともうシリアスな演技をやってるつもりでもみんなゲラゲラ笑うんで、
あ、これは喋るとダメだなと思った時もかなりあるね。意外にそれがかなり映画の中で喋れない理由でもあるかも。ただもう一つはやっぱりちょっと映像っていうのを重視したいっていうのがあるんで、ストーリー説明を言葉でするっていうのはあんまり好きじゃないこともあるんだけど。やっぱりそれはパロディーとしては、映画のパロディーとして喋らなくてそれもコメディやるっていうのは、それは無声映画のことを考えればどうにかなるけども、やっぱりパロディーになってしまうっていうか、あと映画でシリアスなやつで喋れないっていうのは、テレビではその遠近感っていうのはテレビのビデオ画像っていうのはあんまり出ないんで、だからテレビで喋れないってのはちょっと辛いかもわかんない。子供の時弁当絶対見せられなかったもん俺。うちのおふくろだけさ年上でしょ。あとみんな若いじゃない親が。俺40来たんだけどだから、お弁当みんなの見るとなんかさ全然違うんだ。40いくつで年寄り？だって40の時に40歳で産んだ子なんだから。あ、ごめん。日本は変な屋号ってのあるけどね、一つの歌舞伎でも何でもそれ芸名なんだろうけども、北野武とビートたけしのその人形が自分は2つ今持ってるっていうような気がして、北野武という人形を使う時とビートたけしという人形を使う時があるとは思ってるんだけど、それでもう一人のかなりなんか自分に近い一つの個性がその2つの人形を使い分けてるというその意思っていうかな、あれは結構あるけど、それは下手すると多重人格なんじゃないかなと思うわけだけど、それ多重人格っていうのは自分がこの個性になってるっていうのを意識してないわけだから、女の子の前にいる時も違うし、この子はどっちが好きなんだって調べるし、北野武が好きな場合は北野武を演じてしまうという、セックスの時はまた分かんないけどね。入り混じるっていうとこもあるけど。なんか子供の時中学高校ぐらいまで悪だったからね。で何考えてたったら、うちの近所じゃ偉くなるのはヤクザになるか職人の頭になるかはそのぐらいしかなかったからね。今はもう違うんだろうけど、だから喧嘩することっていうのは喧嘩をすることよりも相手に勝つことばっかしなんか周りのあんちゃんに教育されたってあるね。必ず外国のインタビューって殿の映画と禅の思想との関連とか暴力とヤクザだな。暴力とヤクザ。ヤクザご知り合いですかって、知らないことはないけどって。まるしき知らないとも言えねえだろ。知らない方がいいですどうもヤクザに好かれてるってこと。あなたはヤクザ好きですかって言われたって、好きだっても言えないしな。嫌いだって言ったら殴られるし、お前。まあどっちでもって言うよ。嫌いとは言いませんっていう。
特に映画の中で。性的なことに関してはすごい嫌いだしね。だから、女の人、どんな人にも負けるしね。はいって言ってしまうし、非常に弱いんですよ、女に。だからたまに女殴ってるとこは映画で使ったことあるんだけど、そういうのはたまにはやるけども、基本的には性的なことっていうのはなんか自分にとって食べることとセックスというのが大嫌いでね。それは見られるのが嫌いだっていうかね、その生理的なことを見せてしまうっていうのは、暴力はまた別なんだけど。もう生まれがそういうところで育ってるからね、別に暴力とかそういうことは見慣れてるとは思ってるけど、で個人的にそういうことがあるかって言えば、俺は前科一犯だから失敗者殴り込んでるからね。でそれは漫才の全盛期に1回警察に捕まってるし、それは完全な暴力事件で、ただ暴力に走るか走んないかっていうのはすごいほとんど計算じゃないかなと思うね。計算に部に合わないことはやんないだけであれやろ殺したろかと思う時もあるけど、それは現実の社会の中でそれやれば終わりだろうというような法的なことだけであって、Ben. 映画が、現実と、リアリティっていう言葉は当たってないかもわかんないけど、映画でもテレビでもリアリティなわけはないわけでね、所詮。映画技術でリアルな映像なんていうのはニュースドキュメントだってちょっと怪しいものフレームで囲ってしまうわけだから。だけどまだ自分にとっては映画って初歩的なところにあるから、わりかし撮る対象というのはまず現実的なとこから始めるっていうのがスタートラインかなと思って、そのうち変わっていくんだろうけどね。今のところそろそろ変わりだすとは思うんだけど、まだその程度しか映画とかテレビは俺やってないと思う。本を読み終えて目を閉じる子供たちの声が聞こえる。ここはどこの細 Il faudra attendre jeudi prochain pour découvrir à Cannes L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Hanabi est distribué en DVD par Arte Video. Les écrivains de Belgique, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont peu connus en France et encore moins en Allemagne. Les Belles étrangères, organisées par le ministère de la Culture et le Centre national du livre, invitent ce printemps en France 17 écrivains belges. Nous vous proposons dans cette deuxième lettre de Belgique de découvrir Philippe Blasband, Éric de Cuypers et Gert van Nistendel, l'auteur de Pauvre Bruxelles. La Belgique est un pays artificiel comme tous les autres pays de l'Europe. La Belgique est un pays déchiré plutôt entre le riche et le pauvre qu'entre le flamand et le wallon. Nous avons évidemment cette particularité qu'on a voulu à tout prix, et ça a coûté beaucoup d'argent, reconnaître la diversité culturelle et linguistique du pays. C'est pas évident. Je trouve qu'en Europe, la Belgique, avec cette tradition de résoudre les problèmes de façon démocratique, pas de façon élégante, mais de façon démocratique, et de trouver toujours de nouvelles solutions. Et on en trouvera encore, que la Belgique fait fonction d'exemple dans une Europe qui compte beaucoup de langues, qui compte beaucoup de cultures.
et qui devront se rencontrer. J'ai écrit un jour, l'Europe sera belge ou ne sera pas. Et ce n'est pas tout à fait ironique, ce que j'ai dit là. J'aime la Belgique parce qu'un pays qui compte 200 bières différentes est assez ingouvernable. Je hais la Belgique parce que son horizon et son imagination ne se rencontrent qu'au fond d'un verre de bière. J'aime la Belgique parce que les Belges se crèvent au travail. Je hais la Belgique parce que tant de Belges ne font que se crever au travail. J'aime la Belgique parce que ses habitants ne se montrent patriotiques qu'une ou deux fois par siècle, au moment propice. Je hais la Belgique parce que ses habitants ne sont à aucun moment fiers de leur pays. J'aime la Belgique parce qu'elle existe. Je hais la Belgique parce qu'elle existe. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Armes Bruxelles, oui, c'est-à-dire pour Bruxelles. Oui. Pourquoi ce livre? Je suis bruxellois né et j'avais besoin d'une réflexion sur la tendance des Bruxellois et de cette ville, de cette région de Bruxelles, à l'autodestruction. D'un côté, Bruxelles veut être la capitale de tout le monde, ou bien du duché du Brabant, ou bien du royaume de la Belgique, ou des Pays-Bas autrichiens, et maintenant de l'Europe, une des puissances les plus riches de l'histoire humaine. Et en même temps, cette fière capitale veut se détruire constamment. Elle a détruit presque entièrement, pas complètement, presque entièrement son beau patois. Elle a détruit ces belles constructions, ces belles demeures, ces beaux palais, ces beaux espaces. Et elle ne cesse pas de détruire. Je suis assez dur vis-à-vis de l'Union européenne et des autorités belges qui ont en étroite collaboration ne font que bombarder cette ville avec leur construction. Par exemple, le rond-point Schuman, c'est le cœur de ce grand empire européen, certainement l'empire le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est un des lieux les plus moches que je connais. C'est pas la place des Vosges, c'est pas la Piazza San Pietro, c'est pas Unter den Linden. C'est une telle richesse produite, une telle laideur, ça me tracasse. Parce que c'est dans ma ville, et ce qui plus est, c'est dans mon quartier. Et puis, et là, Bruxelles n'est pas pauvre. Là, le titre est injuste. Bruxelles n'est pas uniquement une ville bilingue. Bruxelles est aussi une ville internationale, c'est-à-dire qu'il y a 30 à 35% d'étrangers. Il n'y a pas que les eurocrates. Ce que j'apprécie surtout, c'est l'influx des pauvres méditerranéens, des Marocains, des Grecs, des prolétaires grecs, espagnols, turcs. D'abord, c'était les Italiens qui ont méditerranisé cette ville qui est dans le nord, qui est un peu brumeuse, un peu grise. Et là, Bruxelles est très riche. Paradoxalement, grâce aux pauvres. Philippe Blasband est né à Téhéran. Il est monteur et cinéaste. Il a publié ses premiers romans chez Gallimard et le tout dernier, le livre des Rabinovitch, au Castor Astral. Est-ce que vous avez l'impression d'être un écrivain belge? Oui. Je dois... Moi, j'ai vraiment l'impression d'être un écrivain... Enfin, d'être un écrivain et d'être belge. Enfin, il y a une blague juive assez connue. C'est vraiment une blague juive. Il y a une manifestation, il y a des Flamands, des Wallons qui se battent à Bruxelles. Les gendarmes arrivent et ils séparent les gens. Ils mettent d'un côté les Flamands, de l'autre côté les Wallons. Et puis, il y a un groupe de Juifs qui reste au milieu. Et on leur dit, vous êtes qui? Ah, nous, on est les Belges. Donc, voilà. En plus... toute ma famille est francophone. Enfin, c'est
après être yiddishophone, ils sont francophones, mais ma grand-mère, entre autres, était très, pas flamingante, mais enfin très pour la Flandre, parce que pendant la guerre, elle avait été cachée par des Flamands. Pourquoi écrivez-vous, en fait? Ce que je voulais, c'était raconter l'histoire d'une famille. C'est pas raconter l'histoire des membres d'une famille, mais raconter la famille. Je voulais que la famille parle, qu'on entende la voix d'une famille. Or, qu'est-ce que c'est pour moi une famille? C'est en fait des histoires avec des variantes. Et énormément de variantes. Des gens qui vous racontent quelque chose et un autre vous raconte la même chose mais avec une variante ou parfois même le sens est inversé. Et c'était en fait ce à quoi je voulais arriver, c'était plutôt les variantes, là où l'histoire ne correspond pas, parce que c'est là pour moi qu'il y a une famille. C'est là-dedans, dans ces contradictions-là, qu'il y a une famille. Est-ce que vous avez l'impression d'être marginalisé en Belgique, en tant que personne et en tant qu'écrivain? En tant que personne, quand j'étais adolescent, mais une fois, même si vous êtes d'origine étrangère, une fois que vous arrivez à perdre des cheveux ou avoir des cheveux blancs, ça va beaucoup mieux, quelle que soit votre origine. En Belgique, c'est comme ça. Vous ne pouvez plus être un délinquant, vous avez passé le cap, normalement, ça devrait aller. Ou si vous êtes un délinquant, vous êtes un délinquant respectable, donc ça va. Et en tant qu'écrivain, non, au contraire, j'ai parfois l'impression d'être l'étranger de service, mais sinon ça va. Critique de cinéma, de théâtre, de danse et d'opéra, Éric de Cuypers a été l'un des conservateurs de la Cinémathèque d'Amsterdam. Il est scénariste et cinéaste. Il écrit en néerlandais et se traduit lui-même en français. Je vis aux Pays-Bas parce que je ne vis plus en Belgique et parce que pendant 10 ou 15 ans, je n'ai presque pas mis les pieds en Belgique. Je me suis exilé, je me dis, il faut que je choisisse ou bien la France ou bien les Pays-Bas, un des deux. Je ne veux plus vivre dans ces pays chaotiques qu'était la Belgique dans les années 70. Alors je me suis vraiment exilé et bon, c'est par nostalgie, disons, nostalgie du pays que je me suis remis à écrire et que j'ai écrit sur la Belgique. Quand vous commencez à publier, qu'est-ce que vous publiez? Ce sont des mémoires, de l'autobiographie, de l'écriture égotiste, des souvenirs, des impressions, enfin, des essais. Ce n'est pas vraiment de la fiction, ça tourne toujours autour de ces genres mixtes, quoi, que j'aime beaucoup, et très fragmentés, très fragmentaires aussi. Ce côté d'archéologie, essayer de reconstituer des atmosphères, une culture, des ambiances, des climats. Ce travail de reconstitution me passionne. Oui. Ce n'est pas forcément de la nostalgie, non, mais c'est plutôt tout ce mécanisme de l'enfance qui m'intéresse. Je n'aime pas la littérature moi-même avec une majuscule. C'est ce qui m'irrite très souvent chez Duras, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui très souvent m'irrite parce qu'elle fait de la littérature. Mais non, vous savez, il y a cette belle expression de Walter Benjamin, écrire avec la main gauche. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas toujours facile non plus, parce qu'il faut être vraiment dans le bain. Il faut que cette main se mette à écrire d'elle-même. Et c'est ça que je recherche un peu. Et donc, quand on me dit que je ne fais pas de la littérature, j'en suis très content. Je trouve plutôt que c'est un louange qu'une critique. À ce jour, seul Philippe Blasband a eu les honneurs d'une traduction allemande avec Max Emini chez Fretz et Wasmuth. La semaine prochaine, Métropolis, qui a désormais une adresse internet, sera pour l'essentiel consacrée au Festival de Cannes, avec quelques surprises en perspective.
un instant. Il y a 4 ans, les 500 dockers de Liverpool étaient brutalement licenciés. Retour sur image, après un œil dans la boîte aux lettres. Le courrier. Quelques observations sur votre programmation sur l'Irlande. On ne parle pas assez des personnes qui agissent pour le rapprochement des deux communautés. Pourquoi limiter vos documentaires aux troubles? L'Irlande est un pays de jeunes, dynamique, tourné vers l'Europe. D'ailleurs, savez-vous que la première entreprise transfrontalière qui vient d'être créée est un élevage d'anguilles? Johan de Metz. Un peu d'eau douce après tant d'eau trouble, vous avez raison de souligner l'originalité de l'entreprise, cher Johan. Jeudi. Chaque jeudi à 19h, Arte vous donne envie de voir du pays. L'ennui, c'est que si ça marche, vous ne serez plus là pour voir la télé. Tant pis, on se jette à l'eau. Envoyez-nous au moins une carte postale. Adresse Voyage Voyage, chaque jeudi à 19h. Prochainement. Ce que les Écossais portent sous leur kilt. Et vous vous attendiez à quoi? La réponse bientôt dans Théma.